Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les cofondateurs du site superphysique.org et nous sommes très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour un podcast consacré au programme de musculation exotique. Salut Fabrice. Salut Rudy. Oui, l'autre jour, je repassais en revue le site Superphysique et notamment, on a un super article qui s'appelle Le meilleur de Superphysique en un clic et il renvoie vers des tas d'articles que tous les deux on avait déjà écrits sur le site. Et donc, il y a une rubrique qui s'appelle Programme exotique et je me souvenais même plus qu'on en avait parlé d'autant. Alors, je vais juste te les lister. Et donc, tous ces programmes-là, l'essentiel, ils sont apparus, on va dire, dans les années 2000. Donc, c'est vraiment juste début des années 2000. Donc, il y avait le German Volume Training, Small Off, Dog Crap, Max OT, FST7, Heavy Duty, le 5-4-3-2-1, donc qui est apparu un peu après, le Cube Training, le Super Slow, Big Bench, Super Squat, un petit peu plus ancien. Il y avait les programmes de Waterbury et bien sûr le High Intensity Training d'Arthur Jones qui était lui aussi un petit peu plus ancien. Et encore, on n'avait même pas tout référencé. C'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire, putain, il y en a déjà un paquet et il y en a encore beaucoup qui sont sortis après et même dont on parlait à l'époque. Je me souviens par exemple du HST de Brian Hickok qui a complètement disparu. Mais ouais, c'est vrai qu'il y avait énormément de programmes. Et donc dans ce podcast, on va vous proposer de revoir ensemble ces différents programmes, leurs avantages et surtout leurs inconvénients, avec des anecdotes, parce que la plupart de ces programmes-là, on les a testés, malheureusement avec peu de succès. Fabrice en a testé bien plus que moi, il faut le dire. Mais avant de commencer, on voulait vous parler d'une news importante. En effet, cela fait plusieurs mois que nous travaillons, surtout Fabrice, sur l'élaboration d'une gamme de suppléments Superphysique. On a remarqué que de plus en plus, l'industrie du supplément devenait n'importe quoi, qu'on nous recommandait de consommer des suppléments dont il n'y avait aucune preuve de leur efficacité. Et on s'est dit, tiens, on va essayer de venir sur le marché et de faire la différence, encore une fois, de proposer ce qui n'a jamais été proposé. Et donc aujourd'hui, ça tombe bien parce qu'on vient de recevoir nos premiers suppléments Superphysique, à savoir de la créatine en gélule, donc de la créafine, une créatine qui est normalement plus pure que la créa pure, du ZMB avec des bonnes sources de magnésium et de zinc, sachant que la plupart des ZMB ont une mauvaise source de magnésium et souvent une mauvaise source de zinc. Donc là, directement des sources qui sont bien assimilables. Et enfin, la N-acétylglucosamine, la forme de glucosamine la plus efficace pour les articulations. On attend également d'autres suppléments. Et donc, on envisageait de vous faire un podcast sur justement les suppléments Superphysique. Et on se demandait si vous aviez des questions particulières à nous poser sur ce sujet-là, auxquelles on pourrait répondre donc directement la semaine prochaine dans un podcast spécial sur le lancement de la gamme Superphysique de suppléments. Donc si vous avez des questions particulières, vous pouvez les mettre directement sous le podcast. Si vous êtes sur SoundCloud, vous pouvez directement commenter, ou sinon directement vous pouvez me les envoyer par email. Donc mon email c'est rudy.koya@yahoo.fr. Je remettrai un lien dans la description du podcast. Et on se fera un plaisir de tout vous expliquer, de ce qu'on ambitionne de faire, pour encore une fois faire ce qui n'a jamais été fait, comme à notre habitude, j'ai envie de dire. Voilà, et je vais enchaîner sur un follow-up. Donc tu te souviens de notre dernier podcast, c'était sur l'entraînement, que faire quand on prenait des vacances en musculation, qu'est-ce qui se passait au niveau de l'entraînement et au niveau de la diète. Eh ben, donc la semaine dernière, j'étais une semaine en vacances, j'ai pas pu m'entraîner. Et donc une semaine, ça paraît pas beaucoup, mais du coup, comme j'ai un cycle d'entraînement qui est sur 2 séances, je me suis arrangé pour faire la dernière séance, donc qui est dos, épaules, triceps. Donc je l'ai fait le jour de mon départ, mais du coup la séance pectoraux, biceps, cuisses, je l'avais fait 3 jours avant mon départ. Ce qui fait qu'en fait, quand je suis revenu puis que j'ai repris avec une séance pectoraux, biceps, cuisses, il y avait à peu près une dizaine de jours, voilà, une bonne dizaine de jours que je l'avais pas fait. Alors pendant la semaine de vacances, j'ai un peu suivi nos conseils, c'est-à-dire que j'ai fait une alimentation un petit peu plus hyper calorique qui va prendre un petit peu de temps. Attention, confession intime, monsieur Fabrice. Et donc, n'avez-vous pas mangé selon la culture locale tous les jours? C'est ça, il se trouve que j'étais à Naples en Italie et donc je me suis nourri de pizza pendant une semaine. Donc ça c'était pour le midi puis le soir. Et le matin, pizza aussi le matin.
le matin, ils ont un espèce de, je sais pas comment expliquer, une espèce de dessert, c'est une espèce de croissant fourré à la ricotta, et c'est ce que tu prends avec ton café. J'ai donc suivi la diète IF, IFIM. voilà, hein, if you get your macro, tout est bien. Donc moi j'avais mes macros, hein, des bons glucides, des protéines et un petit peu de lipides. Sauf que les lipides venaient de la mozzarella et de la ricotta du matin, et les glucides venaient de la pâte à pizza et de l'enrobage du croissant le matin. Bref, donc j'ai fait ça pendant une semaine, et après je me suis dit je vais reprendre. Donc évidemment, dès le lendemain de mon retour, je rattaquais parce que j'ai l'habitude, je savais que ça allait être très dur. Et je me souvenais de Mike Menzer, tu sais, qui te dit que quand tu arrêtes 10 jours, tu reviens et t'exploses tout sous les barres. Tu vois. Et donc toi, justement, est-ce que tu t'es pesé pour savoir combien tu avais pris de kilos, déjà? Non, en fait, j'étais à peu près stable. Mais par contre, à l'œil, je voyais que j'avais déjà un peu épaissi de la taille, et un peu fondu des bras, tu vois. Mais bon, tu vois ce que c'est, peut-être un peu moins de rétention d'eau dans les bras parce qu'il y avait une petite fonte glycogéneuse. Et puis au niveau du tour de taille, tout de suite, à mon âge, quand t'as la quarantaine, dès que tu manges mal, tu t'épaissis un peu de la taille, hein, visuellement. Je vais pas mesurer. Hein, Mais c'est d'ailleurs l'année de tes 40 ans, là, non? J'en approche, mais on n'en parle pas. Et donc voilà, et je me suis donc entraîné, et évidemment, comme prévu, hein, ce que proposait Mike Menzer ne s'est pas produit. En gros, quasiment sur tous les exercices, j'avais perdu, et spécialement au développé couché, où là, j'avais perdu beaucoup de répétitions. Et on sait que c'est un exo, qui est difficile dont les performances sont difficiles à conserver. Et paradoxalement, c'est au squat de gobelet avec halter que j'ai réussi à maintenir ma perf. Mais bon, c'est un exercice un petit peu particulier. Si ça avait été du squat normal, ça aurait peut-être été différent. Mais donc, toujours est-il que, bref, même encore là, je paye encore cette semaine de vacances et je peine à récupérer les parts que ça fait combien avant de partir. Tu m'as dit que tu avais perdu 5 répétitions, non? Ouais, non, mais c'est ça. En fait, j'ai perdu 5 répétitions au coucher. Sur une série de combien? En fait, je fais une montée pyramidale, donc bref, je fais 2 séries assez longues, et puis après, la 3e série, normalement, je devais faire 13 reps avant de partir, sur de l'incliné avec halter, et là, je suis revenu, j'en faisais plus que 7. Donc, tu vois. Et donc, puis à la séance d'après, j'en ai fait 9. Donc, tu vois, ça remonte pas, en plus, ça remonte pas vite, hein. Putain, mais où est cette mémoire musculaire? Ouais. Et bon, donc personnellement, chaque fois que je prends des vacances, ça fait toujours comme ça, donc j'ai l'habitude. Je sais que surtout, faut pas trop se focaliser sur les trucs, sinon tu déprimes et puis tu reprends pas. Donc je reprends et je suis la régularité de l'entraînement, mais c'est vraiment terrible, hein, dès que t'arrêtes. Hein. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que on ne parlera pas du heavy duty en bien dans ce podcast. Oui, voilà. Comme on avait déjà dit la dernière fois, dès que tu arrêtes de t'entraîner, en général, tu te déconditionnes et c'est pas l'inverse. T'as pas une super compensation, en tout cas pas dans mon cas. Puis le tien non plus, de toute façon. Donc... Ouais, de toute façon, ça n'existe pas. De toute façon, c'est marrant comme il y a des idées reçues parce que c'est vrai que si tu t'entraînes pas, c'est normal que tu progresses pas, voire que tu régresses, quoi. Il y a aucun sport où tu ne t'entraînes pas et puis tout va bien, quoi. Si tu t'entraînes pas, tu perds, quoi. C'est normal, en fait. Et en muscu, il y a certains gourous, je pense à ça parce que tu as remonté un topic sur le forum Superphysique. Donc vous savez, les forums Superphysique auxquels on participe, vous pouvez accéder directement en tapant superphysique.org et puis forum ensuite. Et tu as remonté un topic justement pour parler de ça. Et c'est vrai que il y a vraiment que en théorie qu'on peut croire à cette histoire de surcompensation, au fait qu'il faut 2 semaines pour récupérer de quelques séries d'entraînement, quoi. Dans la plupart des sports, les mecs s'entraînent presque tous les jours, quoi. Alors parfois peut-être un peu trop. Mais on est loin de du heavy duty, quoi. Alors, justement, commençons par nos programmes d'entraînement exotiques. Je sais pas si on aura le temps de tous les faire. On va commencer par le German Volume Training, parce qu'il a un nom rigolo. Donc, voilà, c'est l'entraînement allemand. Ouais, le German Volume Training, c'était, pour l'anecdote, c'est un programme qui était enseigné, du moins à mon époque, quand on passait le B2ES à Cumez, donc le brevet d'état d'éducateur sportif, haltérophilie, musculation et culturisme, comme étant la base de l'entraînement pour prendre du muscle pour l'hypertrophie musculaire. Et le German Volume Training, en fait, c'est du 10x10, donc 10 séries de 10 répétitions, et la version originelle, c'est sur un même exercice. Donc par exemple, pour les pectoraux, on fait 10x10 au développé couché, et puis c'est tout. Après, il y a d'autres variantes qui sont arrivées. Le fait de diviser ce nombre de séries sur plusieurs exercices, ce qui dans ce cas-là s'apparente à un entraînement classique de musculation.
si on choisit de ne pas jouer sur les répétitions avec les cycles de progression. Mais en gros, c'est parti d'un constat, je crois que c'était les haltérophiles à la base qui ont popularisé ce type d'entraînement, non Fabrice? J'ai plus tout en tête. Bah non, ça T'as je plus ne ça sais en pas. tête? Non, Mais je je crois suis pas qu'à la sûr. base c'était là-dessus. C'était parti du principe que les haltérophiles faisaient beaucoup de séries courtes. Et donc à un moment on dit, bah tiens, comment ils vont faire pour prendre de la masse musculaire? Et comme les haltérophiles normalement s'entraînent plutôt de manière intelligente, contrairement à beaucoup de culturistes qui s'entraînent un peu au hasard, et ben ils se sont dit, tiens, on sait qu'il faut rester simple pour progresser, pour prendre du muscle. Ils se sont dit, tiens, le 10x10, génial quoi. Et nous, donc, c'était enseigné comme étant l'entraînement idéal pour prendre du muscle, en tout cas en tant que pratiquant de musculation sans dopage. Donc c'était il y a plus de 10 ans. Oui, C'était il y a et il me 13 ans. semble qu'en plus, dans le BESS Akoumez, il conseillait de prendre 75% de son 1RM, hein, si Ah ma mémoire ouais, est bonne. voilà, bon là c'était des conneries. Effectivement, on nous conseillait de prendre 75% de son RM, mais on devait réguler en fait la charge à chaque série, en fait diminuer la charge à chaque série Ah pour oui, pouvoir d'accord. continuer de garder en fait le 75% du RM du moment quoi. Donc en gros, autant dire que Mhm. c'était complètement ingérable. Et je crois que dans l'article sur le site, donc la version originelle, je crois que c'est 60% la charge. Voilà, ouais, la version de Charles Poliquin est un peu plus intelligente, entre guillemets. Donc lui, il propose de faire 10 séries de 10 avec 60% de son maxi. Donc en gros, c'est une charge qu'on pourrait soulever 20 fois. Et voilà, donc il fait un exercice par muscle, un exercice polyarticulaire par muscle en 10 séries de 10, et puis un petit exercice d'isolation sur 3 séries. Et il a ajouté une petite subtilité qui consistait à tout faire en superset. Donc par exemple, il y a une séance là où c'est du développé couché légèrement décliné avec haltère. Donc c'était déjà un petit peu exotique pour l'époque. 10 séries de 10 alternées avec des tractions en supination. Voilà, 10 séries de 10. Bon. Bah, de toute façon, on mettra des liens de tous les profs dont on va parler directement dans la description du podcast, comme ça vous pourrez aller voir. Mais ce qu'on peut dire du 10x10, c'est que c'est un entraînement qui est assez basique, assez simple. Si on ne s'éparpille pas sur des exercices exotiques, parce que si c'est un programme exotique et en plus d'exercices exotiques, bon bah là c'est le pompon, mais que ça peut être une base à un moment donné de votre entraînement, mais ça ne peut pas être la base régulière de celui-ci. Sinon, c'est sûr que faire 10x10 sur un exercice, à la fin, ça use. On sait que plus on répète de gestes, le même geste, et plus on s'use. Et en plus, autant dire que l'entraînement, au bout d'un moment, on sait bien que 60%, ce n'est pas la charge idéale, entre guillemets, du moins tout le temps, pour prendre du muscle. Ça peut se concevoir en début de cycle de progression, mais pour essayer de progresser, on sait que c'est plus intéressant de mettre des charges un peu plus lourdes que 60%, du moins dans une optique de prise de muscle. Mais ça peut faire office de début de cycle de progression. Je sais que personnellement, j'utilise souvent le 10x10 en début de cycle de progression quand je relance après être monté vraiment très très lourd. Mais ça dure 2 à 3 séances, pas plus en fait. Hmm. Après, un atout, enfin quelque chose de rigolo avec ce programme, c'est qu'il donne une bonne congestion. Enfin, dès lors que tu fais 10 séries de 10, voilà, ça congestionne bien, t'es content, t'as des bonnes sensations. Donc, celui qui aime bien les sensations, ça peut être sympa, un coup de temps en temps, mais Bah, comme tu l'as dit, encore faut-il sélectionner les bons exercices pour soi, parce que oui, si tu fais du développé couché, toi Fabrice, tu vas congestionner des épaules quoi. voilà. Donc encore Ok, une raison de plus de bien s'analyser, parce que sinon, là, du 10x10 sur des exercices pour lesquels ça ne nous convient pas, bon bah là, c'est le jackpot. voilà, donc ça c'était le German Volume Training. On va dire que c'est encore pas trop pourri, ça peut s'adapter et se gérer au moins de temps en temps. Alors après, il y avait quelque chose d'un peu plus rigolo, c'était le programme de musculation de Dog Crap. Donc Dog Crap, ça veut dire merde de chien en anglais, et donc c'est assez rigolo. C'est un type qui avait un pseudo donc, qui s'appelait Dog Crap et qui officiait sur des forums américains. Donc de son nom, il s'appelait Dante Trudel. C'était quelqu'un d'assez énorme, donc dopé, mais très très gros, avec apparemment des bonnes perfs. Donc il faisait 8 fois 170 kg au développé incliné. Et donc ce type-là, à force de donner des conseils sur les forums, eh ben, il a eu une certaine popularité et son entraînement a eu une popularité également à l'époque, au point qu'il a même été interviewé dans un article de Flex Magazine. Et donc, est-ce que tu te souviens de la particularité de son programme d'entraînement Rudy? Bah, je suis plus très sûr, mais je crois que c'était avec du rest pause justement.
C'est ça. Donc lui, en gros, pour chaque exercice, il faisait une montée pyramidale. Et il faisait qu'une seule série de travail avec des récupérations partielles. Donc ça ressemblait un petit peu à l'entraînement de Dorian Yates en fin de carrière. Donc une seule série, tu fais 8 reps à l'échec. Après, tu te reposes 20 secondes, refais encore le plus de reps possible. Tu te reposes 20 secondes et tu refais encore le plus de répétitions possible. Et je crois il y a même une variante où à la fin tu pouvais rester en position d'étirement pendant quelques secondes encore. C'est ça. C'est la deuxième particularité du truc, c'est qu'en fait, chaque exercice de musculation, après chaque exercice de musculation, tu fais ce qu'il appelle un étirement extrême, où en gros tu tiens une position particulière, par exemple le bas des écartés couchés avec haltère, et tu tiens le plus longtemps possible, donc pendant au moins une bonne minute. Et l'idée, voilà, l'idée c'était qu'en fait, ça étirait les fibres musculaires et que du coup après elles avaient plus de facilité à se remplir. Putain, c'est intéressant pour se blesser ça. Ouais, c'est pas mal, tu fais ton squat et puis à la fin tu restes en bas. T'attends une minute, t'auras tout en bas. Non, mais pour les cuisses, c'était un peu différent. Il y avait un étirement sans charge pour les quadriceps. Bah. Mais en gros, voilà, l'idée c'était ça. C'était une série à l'échec avec des rest pauses et ensuite des étirements en position extrême, éventuellement avec des charges. Non mais moi Voilà. je me souviens de cet entraînement là parce que j'avais acheté un DVD d'entraînement de Justin Harris. C'était un mec qui était a priori prédit à un grand avenir, hein, comme beaucoup d'autres en bodybuilding et bon, qui a pas réussi à s'en sortir. Et justement on voyait, lui il faisait ce type d'entraînement là. Et en fait, on en revient très simplement à ce qu'on a déjà expliqué, notamment dans le podcast sur la série unique en musculation. C'est qu'une série unique, pour la majorité des individus, bah, ça ne suffit pas pour progresser. C'est du sous-entraînement, peu importe comment on force, et surtout quand on force comme ça. Et deuxièmement, le fait d'aller à l'échec, et même au-delà de l'échec, c'est la pire chose à faire pour pouvoir progresser de séance en séance et progresser sur le moyen long terme. On sait très bien que il est très très important, si c'est possible, et qu'on n'est pas en fin de cycle de progression, de garder une certaine marge à chaque séance, d'un point de vue déjà psychologique et d'un point de vue physiologique, afin de ne pas trop empiéter sur sa récupération et de pouvoir récupérer en fait pour la prochaine séance et pour pouvoir battre ses records. Je vais donner un exemple. En ce moment, je progresse pas mal au dips et en fait j'ai une technique un peu particulière, c'est que je fais juste, en plus d'une autre séance dans la semaine, hein, mais sur une séance, je fais juste une série de 5 lourdes sans forcer. Et chaque semaine, je monte de 2,5 kg, parfois 5, suivant ma forme, mais jamais je ne vais faire la répétition à l'échec. Je m'arrête juste avant. Donc je fais échec moins une ou deux, en gros. Et comme ça continue de monter. Et si j'avais été à l'échec dès le début, bah, ça ne serait jamais monté. En fait, j'aurais trop empiété sur ma récupération. J'aurais imposé ce qu'on appelle un trop fort in-road. Et ça n'aurait pas fonctionné. Et là, ce type d'entraînement-là, donc, qui était utilisé par un inventeur entre guillemets dopé et des athlètes dopés, bah, ça convient très très mal aux pratiquants naturels de musculation qui lui doit construire sa progression et ne pas l'attendre frapper à sa porte, quoi. Alors, après, j'en ai un autre. Donc, celui-là, ça s'appelle l'entraînement max sauté. Donc, ça, c'était un programme qui était disponible sur Internet et dont Skip Lacour, qui était un champion Oui. culturiste Oh, c'est vieux ça. naturel. C'est Ouais. vieux ça, Skip la cour. Oh putain. Qui était soi-disant naturel, mais qui n'était pas naturel du tout, évidemment. Mais bon, du coup, il avait fait la promotion de cet entraînement-là. Et là, l'idée, c'était de dire que pour le type naturel, il faut surtout pas faire des séries mi-longues, mais il faut au contraire faire des séries assez courtes pour travailler la vraie fibre musculaire, on va dire. Et cette fois-ci, toutes les séries étaient entre 4 et 6 répétitions. Voilà. Et puis après, au niveau du volume d'entraînement, c'était comment? Il y avait plusieurs exercices, plusieurs séries? Ouais, il y avait oui, il y avait 2 à 3 séries par exercice, à chaque fois 4 à 6 répétitions, et puis plusieurs exercices également par groupe musculaire. Donc en fait, la principale subtilité du programme, c'était ça, c'était de faire plein de séries de 4 à 6 répétitions. Bah, sur le principe de dire que de faire des séries courtes et lourdes sollicite plus les fibres à haut potentiel de croissance, donc les fibres 2X et 2A, effectivement. Maintenant, comme on en a parlé dans le podcast, donc qui étaient les 3 facteurs de l'hypertrophie, il manque un certain stress métabolique et surtout, le vrai point faible, c'est que Mike Menzer en a été le bon exemple, en plus des produits dopants, etc. C'est que de faire des exercices d'isolation de manière très lourde, donc avec peu de répétitions, ça fusille littéralement les articulations.
faire des séries, par exemple aux écartés couchés, puisqu'on en a parlé, de 4 à 6 répétitions, c'est une très bonne façon de s'arracher un biceps ou un pec. De faire des évasions latérales en série de 4 à 6 répétitions, sachant que les épaules, l'articulation est très fragile, c'est une bonne façon de vite se blesser. Et sur des exercices qui sont dangereux, par exemple si on prend le squat, faire des séries de 4 à 6 répétitions, l'erreur ne va pas du tout pardonner, à l'inverse de si c'est une série de 15 ou 20 répétitions et que c'est plus léger, où une petite erreur peut se rattraper. Là, une erreur avec 90% de son max ou 85%, ça se paye plutôt bien, et surtout si on fait ça à chaque séance. Si c'était une séance ou 2 ou 3 dans un cycle de progression, par exemple pour une compétition de force athlétique ou d'haltérophilie, bah oui, pas de souci parce qu'il y a eu toute la base avant, etc. Mais là, c'est marrant parce que j'ai l'impression que tous ces programmes ont un point commun, c'est que ils sont pas faits pour progresser, ils sont faits pour se blesser. Oui, oui, puis en plus, on voit qu'ils sont faits pour des athlètes qui sont faits pour la musculation, puisque c'est des gens qui, en général, vont réagir à peu de séries et des séries courtes. Alors que pour le pratiquant naturel, on va dire ordinaire, justement, en général, des séries de 4 à 6 répétitions, tu n'arrives pas à prendre du muscle avec Ah ça. bah non mais Au ça mieux, tu vas prendre un peu de force c'est un au programme début, pour quoi. hard gainer, Fabrice, c'est pour ça. Ouais. C'est exactement ça. Ça aurait pu être un programme de l'époque hard gainer. Ça peut être le C'est- programme super hard gainer. Alors après, j'en ai un autre. Donc celui-là, il s'appelait le programme FST7. Ah bah ça a été à la mode pendant longtemps dans les magazines, ça. Ça je m'en Oui, et souviens bien. parce que, soi-disant, Jay Cutler faisait ce programme d'entraînement. Donc bon, c'est un truc, le programme est assez classique, mais il y a une petite subtilité. Donc il faut terminer l'entraînement de chaque groupe musculaire par 7 séries de 8 à 12 répétitions avec un exercice d'isolation et 30 à 45 secondes de repos entre les séries. Donc l'idée, c'est d'avoir une super congestion, en fait, qui va étirer le fascia qui entoure la fibre musculaire et favoriser son développement musculaire futur. Donc en gros, ça reposait Ouais, principalement parce sur ça. qu'il y avait une théorie à un moment qui disait, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, qui disait que justement la croissance musculaire était parfois limitée par l'enveloppe musculaire, donc les fascias, et que en l'étirant, on laissait plus de place aux muscles pour se développer. Et donc on réduisait un des facteurs limitants de la croissance musculaire. Euh, Après, je crois que cette théorie est complètement tombée, du moins pour nous, c'est complètement tombé en désuétude. Mais effectivement, le FST7, je crois que c'était Annie Rambo qui l'avait inventé. C'est ça. Donc, Ouais, ouais, c'est qui est un ça. préparateur américain de culturistes professionnels. Je crois qu'il avait aussi préparé Phil Heath, si je dis pas de conneries, donc un Monsieur Olympia, qui est encore peut-être Monsieur Olympia à l'heure actuelle. Et effectivement, le programme d'entraînement était assez basique, mais il y avait cette particularité. Euh, j'ai envie de dire, ça coûte rien d'essayer, vu que c'est en fin de séance, c'est un exercice Sur un... d'isolation, et qu'en plus on va mettre une charge de rigolo, parce qu'avec 30 à 45 secondes de récup, autant dire que si on prend un exemple, par exemple, on fait du curl incliné, ben on va faire du curl incliné à 6 ou 8 kilos, quoi. Hmm. Donc autant dire que ça va pas beaucoup fatiguer. Maintenant, est-ce que ça a un intérêt, sachant que tout ce qui est fait en plus de l'entraînement pour progresser, ben, est un peu inutile et contre-productif pour la récupération. Mais c'est vrai que la théorie était séduisante à la base, mais je crois que pareil, ça a été complètement oublié, quoi. Bah ouais, mais tous les programmes dont on parle là, la plupart, plus personne n'en parle. Mais si on les avait listés sur le site, c'est que chacun avait une particularité. Donc on a vu le German Volume Training, donc l'idée c'était de faire plein de séries d'un même exercice. Le Dog Trap, l'idée c'était de faire exactement l'inverse. Une seule série, mais poussée entre guillemets à la limite, avec en plus l'histoire des étirements qui était en bonus. Le max sauté, l'idée c'était de faire au contraire des tas de séries assez courtes entre 4 et 6. Là, le FST7, l'idée c'était de faire un exercice d'isolation avec plein de séries pour la congestion. Après, donc les d'outils, on en avait déjà parlé plusieurs fois, donc les d'outils de Mike Menzer, donc bon, on n'a même plus envie d'en reparler de celui-là tellement il a fait perdre Bah, de parce temps que aux gens. tu viens de le tester, c'est normal. Donc en gros, voilà, c'est un programme d'entraînement avec un volume d'entraînement très réduit, une seule série par exercice. Bref, ça n'a vraiment aucun intérêt. Après, un peu plus tard, il y a eu le 5-4-3-2-1. Donc l'idée, c'était de faire 5 séries. On commençait par une série de 5, puis une série de 4, puis une série de 3, puis une série de 2, puis une série de 1. Voilà, pour prendre à la fois de la force et en même temps un peu de masse musculaire.
Je sais pas si tu veux commenter ce programme. Bah, je vais commenter rapidement, mais encore une fois, le nombre de répétitions par série est trop court. Et mais en fait, avec tous ces programmes un peu de power, comme le 5-3-1, je sais pas si on en parlera, mais d'autres programmes de ce style, en fait, ce qui se passe, c'est que comme on dépense moins de calories, alors c'est une hypothèse, hein, certains vont hurler au scandale, mais comme on dépense moins de calories à l'entraînement, vu qu'on fait moins de séries, on fait moins de répétitions, etc., bah, on a l'impression de se transformer un peu en power, quoi. Tu sais, on devient balèze, quoi. Et en fait, on devient balèze parce que tout simplement, quand on prend du gras, et ben, ça prend plus de place que le muscle. Donc en fait, on a l'impression de prendre du muscle en faisant ce type de programme, mais c'est parce qu'en fait, on mange autant avec une dépense bien moindre. Et Ben, il y a ça, effectivement. Je pense qu'effectivement, ça joue. Il y a l'illusion de prendre du muscle alors qu'en fait, on prend du gras. Et il y a aussi que quand des débutants utilisent ce programme-là, des fois, ils progressent très rapidement en force, au moins pendant quelques semaines. Mais il y a aussi qu'ensuite, ils se mettent à stagner. Et c'est là qu'après, tu les vois sur le forum, puis ils disent, ben, je comprends pas, je stagne. Et en fait, ils se sont un peu grillés nerveusement, si je puis dire, en travaillant trop lourd, trop rapidement. Mais bon, lui, dans son programme, il proposait quand même un cycle de progression, donc je rends pas totalement justice, mais quand même, c'est vraiment trop faible comme nombre de répétitions pour une personne ordinaire pour espérer prendre du muscle, non, quoi. mais ce qui est dingue, c'est que là, on parle de plein de programmes différents, mais c'est qu'il y a des mecs qui codifient en quelque sorte, j'avais même pas ça de la codification, mais pour simplifier, on va dire ça, un type d'entraînement particulier, complètement exotique, quoi. Et on en parlait des exercices un peu exotiques dernièrement dans le podcast Les méfaits de YouTube. Mais c'est vrai que c'est dingue. Et là, en plus, on cite quelques programmes, hein, mais il y en a eu des dizaines et des dizaines dont on n'a pas parlé qui se sont évanouis en quelques semaines, hein. Hmm. Donc c'est fou de. Alors, je vais en faire encore trois assez rapidement, car malheureusement le temps presse pour ce podcast. Donc, il y en avait un, c'était le super slow. Donc, voilà une variable dont on n'avait pas encore parlé, c'était la durée de la répétition. Donc, là, l'idée était de faire chaque série, de prendre 15 secondes pour la faire. Donc, 10 séries pour 10 secondes pour la montée, 5 secondes pour la descente. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai testé. On en avait déjà parlé dans un ancien podcast. En gros, c'est hyper chiant comme entraînement, c'est pas du tout pratique avec des charges libres et des barres, hein. Essayez de faire un squat en mettant 10 secondes pour monter. En fait, tout ce qui va passer, c'est que vous allez avoir une crampe au bas du dos et puis que très rapidement, vous allez arrêter parce que vous avez mal au dos et pas du tout mal aux cuisses. Donc du coup, son inventeur, qui s'appelait Ken Hutchins, qui s'enorgueillissait d'être, enfin, qui faisait sa promotion parce que c'était un docteur. En réalité, on a vu sa photo plusieurs années après sur Internet. Il ressemble à un Américain obèse. Je pense qu'il ne s'est jamais entraîné de sa vie. Après, il a développé son concept avec des salles de musculation et des machines, et des gens qui s'entraînaient en circuit. Bref, et en disant que c'était adapté aux personnes âgées. Enfin bon, son marketing a changé au fil des années, mais cet entraînement-là n'a jamais fonctionné pour les personnes ordinaires. Même si en ce moment il y a Denis James, donc un culturiste professionnel, qui conseille pour certains des athlètes qui l'entraînent de faire du super slow. Mais bon, il s'agit d'athlètes dopés, et c'est sur machine, donc ça n'a rien à voir avec... C'est le nouveau Charles Glass. C'est pour ça. Ouais, ouais. C'est le nouveau Charles Glass, mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que toi, en fait, Fabrice, t'es un testeur. Ouais, non, non, mais c'est vrai, j'avais beaucoup testé à l'époque et j'ai perdu énormément de temps. Donc, vous qui avez la chance d'écouter les podcasts et d'avoir accès au site Superphysique, vous pouvez gagner du temps en évitant tous ces programmes farfelus. Et si justement, on fait ce podcast aujourd'hui, c'est pour montrer que même si sur YouTube ou même encore aujourd'hui, il y a des tas de programmes avec des noms nouveaux et qui vont modifier une variable sous prétexte que c'est le Graal, et tout ça, c'est du déjà vu en fait pour nous. Et donc, je vais continuer encore assez rapidement. Le programme Super Squat, donc là, ça remonte, ça a des racines beaucoup plus anciennes, ça remonte aux années 30. Donc l'idée, c'est de faire une série de squats de 20 répétitions avec un poids qu'on peut soulever normalement que 10 fois, en utilisant du rest pause. Donc c'est très difficile, très éprouvant. Et l'idée, c'était de le coupler avec une alimentation hyper calorique et que normalement, un tel effort devait engendrer un genre de super croissance musculaire parce que c'était le meilleur exercice qui soit. Donc évidemment, le programme déjà ne marche pas vraiment si vous n'êtes pas adapté pour le squat. Vous allez juste vous blesser. Notamment si Rudy le faisait. Ça marche bien pour la blessure, encore une fois. C'est encore un programme excellent. J'ai l'impression qu'on a mis que des programmes exotiques faits pour la blessure quand même. A-t-on mis un vrai programme qui marche? Je pense que celui qui est le plus susceptible de marcher un petit peu, c'est le German Volume Training.
Et j'en ai encore un autre, donc lui c'était Waterbury, donc c'était on va dire un entraîneur canadien, je crois, qui avait profité du site tnation.com, qui était assez populaire à l'époque et peut-être encore aujourd'hui, pour faire des tas d'articles, et il avait eu une certaine popularité. Et lui, sa subtilité, c'était en fait de faire 10 séries de 3 répétitions, mais avec un poids que tu aurais pu soulever 8 fois. Donc en gros, c'était de faire plein de séries courtes, sans forcer, et avec un temps de repos réduit entre les séries. Voilà, donc c'était encore une autre façon de s'entraîner. Et pour se démarquer, dans ses programmes d'entraînement, il mettait des exercices et des combinaisons d'exercices un peu exotiques. Et donc au final, on n'a jamais trop compris l'intérêt de ce truc-là. Et d'ailleurs, il est tombé en désuétude. Donc je vais donner un exemple. C'était le moins pire quand même, parce que moi j'ai son livre Muscle Révolution, et je me souviens, bon là on exagère un peu les traits, mais ça valait presque le German Volume Training, parce que je me souviens, tu avais un 10x3, et en même temps, tu avais un truc genre en 3 séries de 8 après, ou 3 séries de 10, sur un 6 d'isolation. Donc ces programmes étaient plus adaptés en fait à la prépa physique, à la prise de force, que à la prise de muscle. Mais c'était moins... Ça pouvait se concevoir plus facilement que tous les autres programmes qu'on vient d'énoncer, qui sont complètement aberrants. Mais je me souviens dans son livre, je sais pas si tu l'avais, toi, son livre Muscle Révolution, mais c'était pas si mal, hein. C'était... de toute façon, je crois que sur les 2 articles qu'on a fait sur ces programmes, on en a fait 2. À chaque fois, on disait que pour la prise de force, pourquoi pas, hein, c'était pas mal. Préparation physique aussi, dans une optique généraliste, hein, bien évidemment, pas spécifique. Mais c'était moins pire que tout le reste, si ça se dit. Et effectivement, ça pouvait se concevoir. Chad Waterbury, je me souviens bien que c'était pas si mal. Mais tu voulais donner un exemple de programme? T'en avais un sous le coude? Bah, oui, j'en ai un sous le coude. Alors là, par exemple, il fallait faire du squat 5 séries de 3, en superset avec du leg curl allongé, 5 séries de 3, et après du développé couché 5 séries de 3 en superset avec du rowing sur banc incliné avec halter, 5 séries de 3. Et ensuite du curl à la barre, 5 séries de 3 en superset avec des extensions des triceps à la poulie en pronation. Mais t'as dit que tes souvenirs sont peut-être améliorés, Rudy. Le mec a fait exprès de prendre le pire programme du mec. Ça s'appelle la Quattro Dynamo méthode. Parce qu'évidemment, à chaque fois, oui, parce qu'à chaque fois, il donnait un nom sympa à son programme. Notamment, il y avait la anti-bodybuilding hypertrophie. Ah oui, la bébé. Oui, je me souviens. Ah ouais, putain, les salauds, t'as mis... Mais je me souviens qu'il y avait des programmes qui étaient mieux pensés, mais là, c'est vrai que celui que tu viens de décrire, c'était une catastrophe, quoi. Bon, bah, le anti-bodybuilding hypertrophie, le jour 1, c'était développé couché, 10 séries de 3 à 80% de ton maxi, en superset avec du rowing bar en pronation, 10 séries de 3 à 80% de ton maxi. Non, mais sincèrement, Rudy. C'est moins pire, c'est juste que 10 séries de 3 au rowing bar, bah effectivement c'est un peu dangereux pour la majorité des gens, quoi. Oui, spécialement en superset en alternance avec le développé couché, sincèrement ça a pas de sens. Et alors attends, j'ai encore plus drôle. Sur le jour numéro 3, toujours le anti-bodybuilding hypertrophie. Donc, squat avant. Cette fois-ci c'était exceptionnellement des séries de 10. 5 séries de 10, alternées avec des enroulements de bassin à la barre fixe, alterné avec des mollets debout à la machine. Et ensuite, tu reprends le squat avant. Sincèrement, est-ce que tu penses que c'est sain de faire du squat avant après avoir fatigué tes abdominaux, particulièrement la partie basse? C'est pour la stabilité, Fabrice, tu comprends pas. Quand tu fais du squat avant et qu'ensuite tu fais les abdos et les mollets, en fait, tu tiens plus trop debout, t'as plus de gainage et tu trembles un peu des pieds. Tu vois, t'arrives plus à tenir et en fait, c'est pour améliorer ta stabilité. C'est de l'entraînement en instabilité complet. Sans Swiss Ball ou Bosu. Voilà, donc c'est un bon entraînement pour se blesser. Le nombre de répétitions est trop court. Alterner des choses qui empêchent de bien gainer. Alterner des exercices, entre guillemets, qui tapent sur le gainage et des exercices qui nécessitent du gainage, c'est une très mauvaise chose. Donc encore une fois, c'est un très mauvais programme d'entraînement. Enfin, moi, je suis plus dur que Rudy. Ouais, non, mais parce que je me souvenais pas de tout ça, en fait. Moi, dans ma tête, c'était pas ça. Mais ma mémoire a flanché. Mais c'est vrai que là, dans les exemples que tu cites, c'est vraiment une catastrophe, quoi. Et donc voilà, il y avait aussi le High Intensity Training de Arthur Jones, qui était un full body sur 3 jours. Il fallait répéter les mêmes exercices à chaque fois, utiliser des machines. Donc ça aussi, on a vu que ça ne marchait pas, en fait, ça surcharge. Tu as bien testé aussi.
Oui, j'ai bien testé, en fait, ça surcharge les articulations sur les mêmes angles, donc on a vite des douleurs partout, on n'a pas le temps de récupérer, et ça va pas du tout. Et donc au final, voilà, tout ça pour dire que chacun y va de son petit changement pour réussir à se démarquer. Bah, c'était déjà le cas dans les années 2000, c'est encore le cas aujourd'hui, ce sera encore le cas dans le futur. Bah ouais, Donc non mais en fait, sans arrêt, il y a des nouveautés comme ça. Nous, on y est plus sensible parce que on regarde plus trop et puis on est habitué. Mais c'est vrai que vous, si vous débutez la musculation aujourd'hui et que vous voyez des nouveaux programmes sans arrêt, vous êtes là, ah le nouveau, le nouveau, le nouveau. Et en fait, vous verrez avec le temps, si vous durez suffisamment longtemps, que en fait, c'est une roue qui tourne, hein, un peu comme l'alimentation, les modes d'alimentation. C'est que en fait, les bases ont été écrites depuis longtemps. On a essayé avec Superphysique de les rendre plus accessibles, de mieux les vulgariser. Mais tout ce qui sort de ces bases, en fait, est très exotique et ne sert qu'à se démarquer pour certains escrocs, j'ai envie de dire. Le mot est peut-être fort, mais pour certains qui essayent de nous prendre pour des cons. Donc Fabrice a fait le testeur pendant de nombreuses années. Moi, j'ai fait quelques tests moins que Fabrice. Mais c'est vrai que finalement, beaucoup de temps perdu alors que les bases sont connues depuis longtemps. Je me souviens sur le forum à l'époque, après avoir vu tous ces programmes, on en était tous arrivés à la conclusion que finalement, l'entraînement basique tel qu'il est sur Superphysique et les exemples de programmes qu'on met, bah, était ce qu'il fallait faire, du moins dans un premier temps. Et dans un premier temps, ça veut dire pendant quelques années. Donc, c'est vrai que putain, on en a vu défiler et encore là, on n'a pas tout dit et ça n'arrête pas. C'est marrant de voir ces évolutions de programmes. D'ailleurs, à ce sujet, petite promotion, instant promotion. Le livre, le guide de la musculation au naturel sortira, donc coécrit avec Julien, avec qui j'avais réalisé plus de 100 podcasts sur ma chaîne YouTube, sortira le 5 juillet. C'est la date définitive de sortie, où vous pourrez retrouver justement pourquoi il faut rester naturel. Alors là, il y a une grosse partie là-dessus. Il y a une interview en même temps d'un youtubeur célèbre qui s'est dopé et qui nous explique pourquoi il s'est dopé, pourquoi il a arrêté, les gains qu'il a eu avec. Vous verrez, c'est incroyablement magique et pas sans conséquences. Et il y a une grosse partie sur l'analyse morpho-anatomique qui est rendue plus accessible que dans les tomes de la méthode Superphysique pour ceux qui débutent vraiment là-dedans, qui n'ont pas encore l'œil, qui ne regardent pas trop. Donc on a fait des dessins et on y parlera également de construction de programme par rapport à sa morpho-anatomie et de cycle de progression. Encore une fois, on vous ouvre la voie pour éviter de perdre du temps avec tout ce qui peut défiler et qui va continuer à défiler et qui défilera jusqu'à la nuit des temps, alors qu'on sait très bien que si Fabrice et moi-même avions fait les bases dès le début, on aurait atteint notre niveau actuel bien plus rapidement et Fabrice se plaindrait moins d'avoir mangé des pizzas toute la semaine et d'avoir perdu 5 répétitions. Voilà, et comme j'ai écrit dans la préface de ton livre, Rudy, effectivement, c'est pas souvent qu'on peut bénéficier des conseils de quelqu'un qui a entraîné des centaines et des centaines de pratiquants ordinaires. Et donc, du coup, je pense que ce que tu dis, peu de gens ont l'expérience pour l'écrire et le partager. Ce qui est marrant, c'est qu'au début, en fait, comme toi, en fait, je testais plein de trucs, et quand j'avais mes premiers élèves, en fait, je leur disais, tiens, est-ce que tu veux tester ça ? Et donc, je faisais faire plein de tests, en fait. Je faisais faire des tests et des tests. Et au bout de quelques temps, on est arrivé progressivement à codifier ce que j'appelle la méthode Superphysique aujourd'hui, que je délivre entièrement directement sur mon site rudicola.com, dans les tomes, les livres numériques ou dans les formations. Et là, on a voulu rendre ça accessible à tout le monde, à ceux qui ne sont pas spécialement passionnés de musculation, mais qui veulent bien faire, donc avec ce livre. Et donc effectivement, Fabrice a fait la préface, vu que Superphysique est la base de ce livre, et que je me rappelle encore des encouragements de Fabrice quand j'avais 15 ans sur le forum, et que je faisais 5-5 à 69 au coucher. C'est vrai que je me souviens de ce message-là. Donc ça sort prochainement. De toute façon, on vous met des liens sous le podcast comme d'habitude. Et on va conclure là-dessus. Mais encore une fois, si vous avez des questions par rapport aux suppléments Superphysique qui vont arriver progressivement de plus en plus nombreux. Donc là, il y en a 3 qui sont arrivés. On en attend encore au moins 3 autres, voire 4 autres. N'hésitez pas à m'envoyer directement vos questions. Et la semaine prochaine, on se fera un plaisir de tout vous expliquer, de vous dire pourquoi on a fait tel supplément et pas un autre. Voilà, dans notre optique en fait de transparence, d'honnêteté qu'on a depuis 2009 avec Superphysique. Et comme d'habitude, si ce podcast vous a plu, parce qu'on a gagné beaucoup de commentaires, Fabrice, depuis la dernière fois, grâce à vous, nous avons passé les 200 commentaires et nous sommes même à 209 commentaires sur l'application podcast sur iPhone ou sur iTunes en ayant tapé Superphysique Podcast.
Donc j'ai vu que quelqu'un nous avait laissé une étoile, quelqu'un qui nous écoute chaque semaine et qui dit que nous sommes nostalgiques. Et je lui donne raison, nous sommes nostalgiques, comme la plupart des gens. Mais vous êtes donc 209, donc 208 en vrai avoir laissé 5 étoiles et une étoile pour nous encourager à continuer ces podcasts. On le dit pas assez souvent, mais ça fait plaisir de se sentir soutenu, d'être encouragé dans cette démarche des podcasts. Ça nous prend pas mal de temps, comme vous le voyez. Même si aujourd'hui Fabrice manque un peu de temps, donc on a essayé de le faire un peu plus rapidement. Et au final, on a du mal à faire court. La faute à moi-même qui suis trop bavard, on dira. Mais voilà, donc si vous ne l'avez pas encore fait et que vous souhaitez nous remercier, nous encourager dans ces podcasts, n'hésitez pas à vous connecter directement sur cette application et à nous laisser un petit commentaire, une petite note de 5 étoiles. Ça fait plaisir. Ces podcasts sont gratuits et ça coûte rien de laisser donc un petit commentaire pour nous encourager et pour nous faire plaisir. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine et j'attends vos questions. Salut! Salut, à bientôt à tous.